Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Merci d'avance pour la traduction, même si je pense que vous pouvez à peu près comprendre quelques mots de français. Avant de me présenter, je voudrais juste revenir sur 2-3 points. Grazie di essere qua, buongiorno a tutti. Mi sentite, vero? Grazie per l'invito e anche per la traduzione, anche se io credo che voi possiate capire il mio francese anche grazie alle slide. Prima di partire con la presentazione vorrei soffermarmi su alcuni punti. Alors je reviendrai sur plusieurs points dans ma présentation, mais il y a une vraie difficulté, c'est la gouvernance par la peur, donc le risque d'opposer au catastrophisme actuel un contre-catastrophisme. Allora tornerò poi su appunto alcuni punti, su diversi punti, però vorrei premettere questo, cioè la difficoltà di una governance che si basa sulla paura e il rischio di opporre una contro-governance altrettanto basata sulla paura. Donc on a bien compris, notamment avec les militaires, tous les délires, fantasia, j'ai entendu ça, hein, les délires des militaires, mais il y a des délires réels, il y a des délires virtuels. Et la difficulté pour nous, c'est de savoir ce qui a été fait vraiment. Et parenthèse, les savants sont étonnamment absents de cette mémoire-là, hein, sur tous les essais militaires. Hein. Allora, abbiamo sentito un riferimento al delirio militare, ma c'è anche un delirio reale, c'è un delirio virtuale ed è molto difficile sapere che cosa realmente è stato fatto e tra l'altro è davvero stupefacente il fatto che gli studiosi e gli scienziati non abbiano alcuna memoria di quello che è stato effettivamente fatto. Donc vous avez bien compris que les délires militaires puis civils avait commencé avec le projet Manhattan qui a donné donc le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Et ça, c'est très important. Donc là, je vous montre, c'est une diapositive, c'est récent, hein, il y a 15 jours, vous voyez, nous appelons à la mise en œuvre d'un projet Manhattan, donc clin d'œil historique, hein, clair, de la transition écologique. Allora, quindi per riassumere, delirio militare, delirio civile e il tutto è cominciato con l'operazione Manhattan e con il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki. Allora adesso vi faccio vedere una diapositiva che fa riferimento a un progetto, una messa in opera che risale a 15 giorni fa relativamente alla transizione ecologica. Et cet appel a été lancé dans Il Mondo, le Monde, le grand journal quotidien du soir, par plusieurs scientifiques. Et parmi ces scientifiques, je vais en retenir un, François Gemène. François Gemène qui est présenté comme politiste, mais qui en réalité est un militant écologiste belge, qui a travaillé sur les migrations internationales et qui maintenant se retrouve au sein du GIEC, ici, hein, au sein du GIEC, quelqu'un qu'on voit régulièrement sur les plateaux télévisés en France. Donc François Gemène fait partie de ce groupe qui appelle à un nouveau projet Manhattan. Quindi questo appello è stato lanciato sulla testata di Le Monde da François Germain, che viene presentato come un politico, in realtà lui è un militante ambientalista e fa parte anche del CEP, quindi di questo gruppo intergovernativo per l'evoluzione del clima, e viene presentato su tutte le trasmissioni televisive.
Donc on voit l'enjeu de transition écologique présenté comme très importante, et plus que le clin d'œil, pour moi, plus que le clin d'œil, la référence historique au projet Manhattan avec tout ce que ça comprend comme dérive scientiste. Quindi io vedo la sfida di questo appello non tanto nella transizione ecologica stessa, bensì il richiamo, cioè strizza proprio l'occhio questa transizione ecologica per come viene presentata dai media al piano Manhattan. Donc la difficulté pour... Al piano Manhattan e allo scientismo, quindi. Sì. La difficulté justement pour quelqu'un comme moi qui est géographe, mais qui a aussi des convictions, comme vous tous et toutes, okay, c'est la base savante, la base de connaissance, et sur quelle base on peut construire un projet politique. Et quelle relation il y a sérieusement entre la science et le politique. Allora, si sentono, ma è meglio per la registrazione. Ah. La tecnologia se Allora, la difficoltà per me come geografo, che ha delle convinzioni così come voi tutte, è quella di capire qual è la base di conoscenze a partire dalla quale possiamo effettivamente costruire un progetto politico, e quella che è la relazione fra scienza e politica. Donc, pour me présenter en deux mots, donc je suis géographe, j'ai suivi des cours de climatologie à l'université de Saint-Étienne avec un spécialiste, et l'un de mes champs de recherche c'est le Japon, et quand j'ai travaillé sur le Japon, j'ai travaillé notamment sur la mousson, donc j'ai aussi quelques notions climatologiques générales. Due parole per presentarmi: sono geografo, ho seguito anche dei corsi all'Università di Saint-Étienne sulla climatologia e ho condotto delle ricerche sul Giappone, quindi in particolare sul muson, quindi ho anche delle nozioni, diciamo, più generali di climatologia. Et donc dans cette difficulté de rapport entre connaissances savantes et projets politiques, il y a vraiment cette question de maîtrise des connaissances, hein, maîtrise et connaissance de la connaissance. Bon. Combien d'heures de climatologie ou de météorologie vous avez eu dans votre scolarité? Ok, hein? Moi c'est comme en France, hein, on est d'accord. Au maximum 2 heures. Nous et moi, hein, maximum. Grand maximum. Bon. Donc ça c'est important parce que là il y a un problème vraiment de connaissance et donc d'ignorance. Hein. Sì, penso che abbiate capito tutti perché avete risposto, però il problema si pone proprio nella relazione tra la conoscenza e diciamo la padronanza della conoscenza, la metaconoscenza e la politica, la possibilità di fare un progetto politico. Allora io vi faccio una domanda: ditemi quante ore nella vita avete avuto di corsi in climatologia? Risposto 0. Donc fatalement, il faut revenir aux bases. Donc désolé de faire un mini cours de géographie. Et là, je vais juste me centrer sur l'héritage occidental, on va dire européen, en mettant de côté la conception du temps, par exemple, dans le monde sinisé. Hein, Chine, Japon, Corée, qui est une conception un peu différente. Allora, devo tornare un attimo alle basi e vorrei fare un piccolo excursus su quella che è l'eredità europea in termini di conoscenze climatologiche, lasciando da parte l'Estremo Oriente, la Cina e il Giappone. Et en fait, on voit que cette espèce d'approche duale
qui existait dans la Grèce antique se reproduit plus ou moins de nos jours, avec deux courants. Donc le courant idiographique avec Hippocrate. Pour Hippocrate, la question c'était est-ce qu'il y a des effets pathogènes du temps, weather, sur les êtres humains, donc plutôt localisé géographiquement, et chez Aristote, au contraire, la recherche de lois générales. Allora, si ripete anche oggi l'approccio duale greco dell'antica Grecia, quello idrografico di Ippocrate, che parlava degli effetti patogeni del tempo atmosferico, weather, sulla vita, e invece quella più astratta di Aristotele, che ricercava le leggi che governavano appunto il clima. Donc il y a un vrai problème de vocabulaire, en particulier s'il faut parler de climat ou au contraire de météore. Moi je fais le choix de parler de météore, et je fais le choix de parler non pas de changement climatique, non pas, mais d'évolution météorologique, ce qui n'est pas la même chose, que je vais essayer d'expliquer. Allora, il problema proprio lessicale è questo, cioè o si parla di clima o si parla di meteore. Io faccio una scelta, quindi non parlo di cambiamento climatico ma di evoluzione meteorologica. Pourquoi? Parce que le climat c'est un concept en fait. C'est la synthèse des conditions atmosphériques à long terme d'un lieu. C'est une définition donnée par une climatologue française, et le climat en fait il n'existe pas dans la chair, dans le corps, dans la sensation, il existe dans le concept, c'est une idée d'abord. C'est climat, ce n'est pas weather. Allora, il clima è un concetto, cioè non è una cosa, un oggetto, è della sintesi di più elementi a lungo termine che si verifica di condizioni, diciamo, atmosferiche a lungo termine che avvengono in un certo luogo specifico. Donc je donnerai quelques exemples de cette conception du climat et des biais cognitifs qui s'introduisent dans cette conception. Je vais donner un premier exemple, c'est l'avant-dernière ligne sur les savants européens ont privilégié la température pour définir 4 saisons, comme Vivaldi, et l'espace correspondant. Gli studiosi europei hanno privilegiato la temperatura per definire le 4 stagioni e il relativo spazio in cui queste si alternano. E ci sono più regioni al mondo che conoscono alterazioni della temperatura non annuali ma giornaliere, diurne e notturne, quindi la stagione di siccità con la stagione secca, con la stagione umida, con abbondanza o meno di precipitazioni. Ça c'est très important parce que en fait c'est plus le régime des pluies, le rapport à la pluie et non pas le rapport à la chaleur ou à la froidure qui est très important pour la grande partie de l'humanité, notamment l'humanité qui est entre les deux tropiques. Or, la conception actuelle du climat ne met pas ça en avant, puisque notamment dans le discours de l'IPCC, du GIEC, le discours c'est température, température, température. È molto più importante fare focus sul regime delle piogge rispetto a questo argomento, che non tanto alla temperatura fredda o calda per tutta quella fascia che si trova tra i due tropici, mentre ad esempio anche nel GIEC si parla molto, quasi esclusivamente delle temperature, del caldo e del freddo, ma il regime delle piogge è di gran lunga più importante. Et donc
Donc là, on a un exemple qui est un exemple quasi universel, systématique, de la carte dite de Köppen-Geiger. Alors il y a eu beaucoup de, comment dire, d'amélioration, de précision par rapport à cette carte, mais c'est le modèle dominant. Et c'est un modèle cartographique. C'est-à-dire que dans ce que j'appelle la métagéographie, c'est-à-dire les cartes mentales, dans nos cartes mentales, quand on pense climat, on pense des bandes horizontales comme ça, on pense des espaces, pratiquement des territoires, et non pas le temps, weather, qu'il fait. Et le temps qu'il fait à Milano, c'est pas le temps qu'il fait à je sais pas, Rome ou à Paris, d'accord? Allora, questa che vedete è una cartografia, è un riferimento noto a cui tutti ci rifacciamo, la carta di Köppen, modello cartografico, e quando noi pensiamo a questa carta, facciamo un metapensiero sulla carta, facciamo una metacartografia, pensiamo a delle fasce di terra. Pensiamo a questi termini e non a degli esempi concreti di luoghi geografici. Une autre difficulté dans la connaissance, c'est la question des moyennes, température moyenne, et quelque chose qu'on entend tout le temps dans les bulletins météorologiques télévisés, ce sont les normales, okay? Les normales saisonnières. Un'altra difficoltà è data dal termine moyenne, dalla media delle temperature, cosa che sentiamo sempre nominare nei bollettini meteorologici, e anche dalle temperature cosiddette normali. Et je vais donner quelques exemples, comment dire, où cette approche peut être contre-intuitive par rapport à la réalité du weather, et aussi parce que derrière, la question des normales saisonnières, c'est déjà un vocabulaire normatif. Qu'est-ce qui est normal? Et je dis toujours ça de façon un peu provocatrice auprès des étudiants. Est-ce que c'est le volcan éteint ou est-ce que c'est le volcan actif qui est la normalité de la géophysique de la Terre? Bonne question, hein? Et bonne réponse. Bon courage. Vi faccio un esempio a tal proposito, di nuovo un esempio che si basa sul lessico, è un approccio, diciamo, una lettura controintuitiva di quello che consideriamo weather, quindi il tempo atmosferico. Ma che cos'è quando parliamo di temperature normali? Ma dobbiamo metterci d'accordo su che cosa è normale. È normale un vulcano spento o è normale un vulcano attivo? Cioè nell'utilizzo di questa parola c'è già un che di impositivo, di dettato in qualche modo da legge. Donc avant de poursuivre, j'espère que ce ne sera pas trop long, il y a quelques précautions à prendre. En particulier, on entend toujours, enfin souvent dire qu'il y a consensus scientifique sur ces questions-là. Il n'y a pas consensus scientifique. En fait, le seul consensus à peu près retenu, c'est celui qui concerne l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère. Ecco, si sente spesso parlare di consenso scientifico, ma banalmente non esiste consenso scientifico, salvo per quanto riguarda la nozione di aumento del tasso di CO2 nell'atmosfera. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur le schéma à gauche, donc c'est la concentration moyenne de CO2 au Mauna Loa, qui est l'un des premiers principaux observatoires du CO2. Donc les mesures remontent à 1958, ok? Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des variations saisonnières. Okay. Et ces variations saisonnières, elles s'expliquent largement par en fait, les cycles de végétation et l'émission du CO2 par la végétation. Donc il n'y a pas homogénéité temporelle, hein. Okay. Il y a des variations.
vedete risale al laboratorio di Mauna Loa, all'osservatorio di Mauna Loa nelle Hawaii, che è attivo dal 1958, e vedete che c'è una grande variazione stagionale, che ha degli effetti sui cicli di crescita della vegetazione e che comporta naturalmente anche l'emissione di CO2 nell'atmosfera, CO2 emessa nell'atmosfera proprio dal processo naturale stesso della crescita della vegetazione. Puis il y a quelques variations géographiques, mais je ne vais pas insister. Grosso modo, c'est en Alaska que les taux de CO2 sont les plus importants et dans les latitudes médianes, ils sont un petit peu moins importants. Allora, in Alaska abbiamo la maggiore concentrazione di produzione di CO2, mentre nelle latitudini medie questo tasso di concentrazione della CO2 è leggermente inferiore. Donc quand on parle de changement global, on voit bien qu'il y a en fait empiriquement des difficultés géographiques. Et du coup, dans le vocabulaire et dans la conception d'arrière-plan, ça a déjà été un petit peu évoqué, c'est quoi le global en réalité? Je ne vais pas insister sur ce point-là, mais je pense que dans l'analyse aussi bien savante que militante, il faut réfléchir à cette histoire de globalisation. Qu'est-ce que ça veut dire et qui veut la globalisation? C'est ça le truc aussi. Qui la veut politiquement ou économiquement? Quindi in questo concetto di cambiamento globale bisogna in realtà tener conto della differenza geografica di dove questo avviene, ma soprattutto che cosa vuol dire globale. Adesso non voglio insistere troppo, però bisogna certamente riflettere, fare questa riflessione sia in ambito scientifico, cioè la devono fare sia gli studiosi ma anche i militanti. Bisogna soprattutto porsi una domanda: ma chi la vuole questa globalizzazione? Et même moi, je me suis piégé. Pendant des années, j'ai parlé de population mondiale. Et depuis quelques mois, j'ai réfléchi à nouveau à ce concept. Et je suis tombé sur un article extraordinaire. Un article extraordinaire d'Alfred Sauvy, qui est grand démographe français, qui est un article de 48 qui explique que la population mondiale n'existe pas. Parce que quelle est la probabilité que des Néo-Zélandais, par exemple, rencontrent des Islandais? C'est juste, vous voyez, enfin, je vous renvoie à l'article qui se trouve sur la toile, hein, en français. Sur la toile, c'est-à-dire Le web. E anch'io mi sono ingannato per tantissimo tempo parlando di popolazione mondiale. Recentemente sono capitato su un articolo del 48 di Alfred Sauvy che dice banalmente che la popolazione mondiale non esiste. Chiede proprio quanto segue: e quali sono le possibilità che un islandese incontri un néo-zélandais. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'humanité sur la planète, hein, on est d'accord? Mais c'est le concept, ce que ça implique. Parce que, en fait, je termine là-dessus, parce que je suis désolé, je suis un peu chaud, parce que c'est un sujet important. En fait, Sauvy explique que le terme de population mondiale a été avancé pour gérer les migrations, les phénomènes migratoires, donc politiques. Scusate se mi scaldo un po', ma questo è un tema che mi sta molto a cuore. Cioè, questo ovviamente non vuol dire che sul pianeta non ci sia l'umanità, però Sauvy puntualizza il fatto che il concetto di popolazione mondiale è stato creato per gestire i flussi migratori, quindi è un concetto di natura politica. Donc si on revient à la météorologie et aux tendances, on voit que même sur ces cartes-là, qui sont des cartes de laboratoire officielles,
il y a des différences fortes entre les zones de chaleur et les zones de froid. Et en particulier, alors j'attire votre attention sur le fait que d'un point de vue évolution météorologique, il y a de grandes différences entre les façades orientales de continents ou les façades occidentales. Il ne se passe pas la même chose. En façade occidentale, comme l'Europe, il y a une tendance au réchauffement. Okay ? Dans les façades orientales, c'est plus compliqué. Et en particulier dans la façade orientale nord-américaine. Et je pense que vous avez tous vu les phénomènes de gouttes froides, de blizzard, qui a lieu régulièrement ces dernières années, jusque dans le Texas. Hein. On a vu tomber la neige dans des endroits qu'on ne connaissait pas. Allora, ritorniamo al tema della meteorologia e delle tendenze, facendo pur riferimento a queste cartografie ufficiali. Ci sono chiaramente nell'evoluzione climatica delle zone di calore e delle zone fredde, ma bisogna tenere in considerazione un altro aspetto, quello dei versanti, delle facciate orientali e occidentali. Quando dico occidentale sostanzialmente mi riferisco all'Europa, che mostra una tendenza al riscaldamento, mentre nella versante orientale, riferito soprattutto al Nord America, c'è una tendenza al raffreddamento. Negli anni recenti abbiamo assistito più volte a fenomeni del tutto anomali come la neve in Texas. Donc en fait, l'idée de globalisation et de moyenne globale masque la géographie de ces phénomènes. Et d'une certaine façon, on peut jouer avec ce qui est en dehors des moyennes, avec les extrêmes, mais qui peuvent être tout autant contre-intuitifs et dangereux si on ne comprend pas bien. Vous dites moyenne, c'est La moyenne de temperatura. Oui. Quindi questa idea di globalizzazione in realtà maschera questi aspetti geografici e anche il concetto di media va sempre rapportato ai luoghi, non può essere inteso in modo globale. Donc les médias, beaucoup les médias mainstream parlent des extrêmes, qu'on va davantage vers des extrêmes, et du coup on est focalisé là-dessus, mais on oublie des choses. Alors j'ai fait volontairement montrer deux extrêmes. Le record du show, on pourrait penser qu'il est récent, ben non. Alors il a peut-être été battu cette année, il faudra vérifier, mais celui qui est officiellement enregistré par l'Office météorologique mondial, c'est celui dans la vallée de la mort aux États-Unis, donc en 1913. Donc il y a déjà un moment. Hein. Et par contre, le record du froid, vous n'en avez probablement jamais entendu parler, c'est en Sibérie en 2013. À partir de là, la moyenne entre les deux, c'est compliqué. Hein. C'est pas la même année en plus. Allora, in India tendono sempre a porre l'attenzione su queste estremizzazioni. Facendo riferimento ora alle fonti assolutamente ufficiali, vi indico quelli che sono stati il record dal punto di vista del caldo, battuto forse solo quest'anno ma è ancora da verificare, che risale al 1913, cosa dici? Sì. Nella Valle della Morte, negli Stati Uniti, e quello del freddo che risale invece al 2013 in Siberia, localizzato in Siberia, del quale tra l'altro nessuno parla. Ora diventerà veramente difficile fare una media fra questi due estremi. Donc, vous voyez, à travers ces exemples ou des extrêmes, on peut facilement biaiser l'approche et les constats. Alors, j'ai pris un autre exemple dans la météorologie, qui est le journal officiel de Météo France. Alors, le titre du journal en bas à droite, 2014, année la plus chaude sur le globe. Et quand on lit le texte, on voit qu'il y a des grandes disparités géographiques. Donc, certains
certaines régions, il y a du chaud, mais en revanche, certaines régions, il y a eu du froid, du refroidissement. Donc tu te dis, bon, le discours fait la moyenne, mais vers le chaud. Donc là, au niveau du vocabulaire, il y a quand même un problème à mon avis. Allora, i media sostanzialmente focalizzano l'attenzione in questo momento storico sostanzialmente sul processo di riscaldamento. Dal giornale La Météorologie del febbraio 2015 l'annuncio era che il 2014 fosse l'anno più caldo a livello globale. Ma tuttavia la cartina mondiale mostra delle grandi disparità a livello geografico dal punto di vista delle anomalie. Bon, je pourrais parler de la grande sécheresse du Sahel, mais je vais sauter. Potrei parlare anche della grande siccità nella fascia del Sahel, ma in questa parte salterò. Je vais juste donner l'exemple de température et de précipitation dans la région où j'habite, le Forez, donc vers Saint-Étienne, où dans la presse on commence à parler de sécheresse due au changement climatique. Et en fait, quand on observe de plus près, de façon un peu fine, les chiffres, les données des stations météorologiques locales, pas les satellites, locales, on voit grosso modo, il n'y a pas d'évolution majeure, un léger adoucissement donc, au niveau de la température, et sur les précipitations, en fait, on ne voit pas bien le changement. Cito piuttosto un esempio delle temperature e precipitazioni a Forez, vicino a Saint-Étienne, dove sono io. Con questi grafici che sostanzialmente mostrano pochissime alterazioni sia nella temperatura sia nelle precipitazioni, nonostante la stampa inizi a titolare le pagine di articoli con titoli del tipo siccità. Alors, juste un point important, je ne sais pas comment ça se passe en Italie, mais en France, il y a un démantèlement du réseau climatologique, c'est-à-dire des stations locales, pour les remplacer par des stations automatiques. Et en particulier, la plus grande station historique, le Montégoal, dans les Cévennes. Ça parle peut-être, on a remplacé ça par des machines. Donc tout un système électronique, donc une escalade technologique, et il n'y a plus l'observation humaine qui est importante, et notamment pour les orages. Très difficile à comprendre les orages et à localiser. Donc ça c'est le propos d'un collègue climatologue qui insiste là-dessus. Ecco, grazie alla proposta di un collega, anche lui climatologo, in Francia, sono entré dans le fait, stanno praticamente smantellando le stazioni climatologiche locali dove c'è anche la presenza dell'uomo e le stanno sostituendo con stazioni automatizzate, quindi c'è proprio un'escalation dell'automazione rispetto al lavoro condotto in queste stazioni anche dell'uomo e che è molto importante, ad esempio per i temporali l'occhio umano è fondamentale per cogliere certi aspetti. Troisième précaution, alors je vais aller assez rapidement là-dessus, sur les débats scientifiques et les questions assez compliquées, notamment la question de l'acidification des surfaces océaniques, la question du rôle des émissions volcaniques. Quand il y a éruption volcanique, il y a dégagement de nombreux gaz à effet de serre, et puis des phénomènes encore mal connus, comme le phénomène El Niño. La difficulté, c'est que les points de désaccord parmi les savants ne sont pas sur le même plan. Donc en fait, il y a plusieurs types de désaccords. Et c'est ça aussi la difficulté. Allora, ancora una premessa che riguarda l'acidificazione e la dilatazione della superficie l'espansione della superficie degli oceani. I gas emessi dall'attività vulcanica
e la poca conoscenza di alcuni fenomeni come ad esempio il Niño. Su questi 3 punti ci sono tanti c'è molto disaccordo fra gli studiosi e su più livelli, quindi non c'è consenso. L'autre précaution, c'est bien prendre en compte le contexte. Bon, déjà, le contexte démographique, il n'y a jamais eu autant d'êtres humains sur Terre et d'êtres humains concentrés. Donc, fatalement, il y a modification du milieu ambiental. Fatalement. Il y a aussi le contexte politique, et en particulier le contexte politique de l'IPCC, qui, comme son nom l'indique, est un groupe d'experts intergouvernemental, ce qui veut dire non pas scientifique, mais politique, même s'il s'appuie sur des scientifiques. Mais notamment la feuille de route, l'agenda du GIEC, pour moi, est clairement politique. Allora, altre premesse importanti sono che mai il livello demografico era arrivato a raggiungere le cifre attuali, 7 miliardi, come appunto stiamo vivendo attualmente. E l'altro punto è quello dei membri del GIEC, di questo gruppo di esperti intergovernativo sull'evoluzione del clima. Intergovernativo ci dice che queste persone non sono studiosi, non sono scienziati, certo loro poi si basano sul lavoro degli scienziati, ma sostanzialmente sono dei politici. Et l'autre aspect du contexte, c'est le rôle des médias qui, ça a été souligné déjà, qui va vers le sensationnalisme. Hein, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme aux États-Unis. Bad news is a good news. Okay, donc il faut frapper fort, faire peur, avec l'arrière-plan religieux. Peut-être si j'ai le temps, j'en parlerai à la fin. Mais vous voyez en bas à droite un livre qui a été publié dans les années 90, notamment écrit par Edward Goldsmith. 5000 jours pour sauver la planète. Pour 1990-2023, hein, ça y est, on l'a passé. Donc ça veut dire quoi? La planète, elle n'a pas été sauvée. Et puis en haut à droite, le Doomsday, un fameux compte à rebours avant la fin du monde, en quelque sorte. Allora, altro aspetto importante è quello del ruolo giocato dai mezzi di comunicazione e dal fatto che promuovono molto il sensazionalismo, soprattutto nelle scuole di giornalismo americano. Il sensazionalismo viene proprio insegnato con uno slogan per news is good news, quindi le brutte notizie sono le buone notizie, perché ci si può naturalmente scrivere sopra. E poi c'è anche un aspetto, diciamo, uno sfondo religioso di cui magari parlerò più avanti. Vi invito a guardare la locandina del libro un libro del 1990 pubblicato e scritto da Edward Goldsmith con un titolo che suona 5.000 giorni per salvare il pianeta. Questi 5.000 giorni dal 1990 sono ben passati, sono decisamente oltrepassati, nessuno ha salvato nessuno. E poi anche sopra vedete il conteggio di quanti minuti mancano al giorno del giudizio. Alors, on pourrait multiplier les exemples catastrophistes dans la presse. Je vais juste vous en donner 2. Alors, lui, il est complètement étonnant parce que Peter Wadham, c'est un grand spécialiste de la glaciologie, hein, et des banquises polaires. Et il nous annonce en 2012 que la banquise arctique, alors pourrait, c'est conditionnel, hein, okay, complètement disparaître d'ici à 4 ans. Bon, elle n'a pas disparu. Mais là, les médias, alors le texte, je ne peux pas le traduire, insistent sur cette dimension, ils enlèvent pourrait, ça devient va. Giusto per fare un esempio di questa tendenza catastrofista, nel 2012
Peter Wadhams, che era un esperto climatologo, anche esperto dei ghiacciai, annunciò, ho detto nel 2012, che di lì a 4 anni la banchisa avrebbe potuto sparire, banchisa artica sarebbe potuta sparire. Un autre exemple, alors lui il est plus subtil, ça c'est une capture d'écran d'un article, hein, ok? En Antarctique, une vague de chaleur inédite en 2022 par rapport aux années précédentes. Les années précédentes c'est le grisé, ok? En bas c'est les mois, à gauche sur l'ordonnée c'est les températures, et en rouge c'est l'année 2022. Et effectivement, il y a une espèce d'anomalie là. Le 18 mars 2022, la température atteint moins 12 degrés au lieu de moins 40. Un altro esempio di catastrofismo, vedete questo grafico, vedete le temperature, a sinistra in basso la declinazione delle temperature per mese, in grigio gli anni precedenti al 2022, poi in rosso il 2022 con un picco anomalo del 18 marzo del 2022, dove le temperature hanno raggiunto meno 12 gradi, ovvero 40 gradi più di quelle normalmente présentes. Donc cette anomalie est vraiment étonnante. Alors j'ai cherché pour savoir à quoi, qu'est-ce qui s'était passé. J'ai pas trouvé, donc désolé. Mais ce qui est intéressant, c'est le vocabulaire. Une vague de chaleur. Alors moi je suis désolé, mais à moins 12 degrés, c'est encore froid. Et ça veut dire que la glace ne fond pas. Mais dans le discours, c'est chaud, donc ça fond. Io sono andato a fare una ricerca relativamente a questa notizia, ma purtroppo mi spiace non ho trovato niente. Però di nuovo faccio una riflessione di tipo lessicale, un'ondata di calore. Vabbè, però a meno 12 gradi di fatto la neve non fonde ancora. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, ça a été déjà évoqué tout à l'heure, mais je vais rapidement le dire, parce que moi, quand j'ai commencé mes études de géographie, mon professeur de climatologie me parlait de global cooling. Donc, du coup, j'ai recherché, et c'est pour ça que j'ai fini par trouver qu'effectivement, ça a été évoqué, que dans les années 1970, certains savants, chercheurs, et pas des moindres, comme Schneider, parlaient de refroidissement global, global cooling. Ce qui est intéressant, c'est de déjà, j'arrive vers ma conclusion, peut-être, ça c'est le futur, mais l'énergie aura largement remplacé les carburants fossiles, l'énergie nucléaire aura largement remplacé les carburants fossiles. C'est-à-dire que déjà dans l'analyse savante météorologique se glissent des éléments plus politico-économiques, techniques et le nucléaire. Ecco, io quando studiavo avevo un professore di climatologia che mi parlava di global cooling, e questo è emerso anche dalla precedente presentazione che è stato menzionato. Effettivamente negli anni 70 questo era un tema in voga, quello del raffreddamento globale. Ma vi dirò di più per andare subito alle conclusioni, che vedrete sono di natura politica. In quel momento si parlava già del fatto che l'energia nucleare avrebbe ampiamente sostituito gli idrocarburi, i carburanti fossili, come sorgente di energia. Donc dans les années 70, il y a tout un discours sur le global cooling, avec notamment Holdren, qui depuis est devenu conseiller scientifique de la Maison Blanche. Mais du coup, si c'est vrai,
ça veut dire que finalement, le fameux effet de serre actuel, qui remonterait à la révolution industrielle, comment l'expliquer par rapport aux fameuses 30 glorieuses où il n'y a jamais eu autant d'émissions de carbone avec l'industrialisation? Donc là, il y a une espèce de hiatus qui reste à travailler. Quindi questo è un dato degli anni 20 che vede fra gli esponenti di maggior spicco questo Holdren, che è stato anche consigliere della Casa Bianca, si concilia male con il tema dell'effetto serra, no? Che ha avuto inizio con l'industrializzazione massiccia. Quindi come ce lo spieghiamo? Et on retrouve aussi cette idée dans le 4e rapport au Club de Rome de 1978. E ritroviamo la stessa idea del raffreddamento globale sul quarto resoconto, quarto rapporto del Club di Roma, che risale al 1978. Et on voit toute la presse donc, qui s'empare sur le mode catastrophiste. E vediamo che tutta la stampa sostanzialmente si converge su questa modalità catastrofista. Sauf que l'évolution des températures va changer à partir des années 80-90 et du coup le discours médiatique va accompagner ce changement. Ha fatto poi eccezione per il fatto che l'evoluzione delle climatiche, il discorso sull'evoluzione delle climatiche e delle temperature cambia tra gli anni 80 e 90 e subisce un'inversione. Avec toujours la même dimension sensationnelle. Sempre facendo leva sul sensazionalismo. Alors de fait, la banquise arctique, donc pôle Nord, va se rétracter. Hein? Donc là, c'est le meilleur schéma que j'ai trouvé. In effetti la banchisa artica si sta ritraendo. Elle est en train de... Oui, elle se rétracte, selon les années. Hein? Si ritrae, come vedete da questo schema, che direi che è il migliore che ho trovato. Hémisphère Nord. Stiamo parlando dell'emisfero settentrionale. Un peu plus compliqué l'hémisphère Sud, avec cette phase de Nouvelle-Zélande qu'on ne comprend pas bien, où les glaciers se sont mis à réavancer. Allora, questo per quanto riguarda l'emisfero settentrionale, perché c'è questa eccezione invece nell'emisfero meridionale data dalla Nuova Zelanda, dove i ghiacciai stanno stranamente avanzando. Donc en fait, la difficulté pour la cryosphère des glaciers, alors j'en ai discuté avec des collègues, ce n'est pas tant les questions de température, bien sûr, que de précipitation. C'est peut-être ça le plus important. Si le glacier n'est pas alimenté en pluie, neige, pas de glacier. Donc dans le temps long, on observe ces difficultés, cette complexité des glaciers. Hein. Quindi per quanto riguarda la criosfera dei ghiacciai, discutendone anche con i colleghi, emerge il fatto che la temperatura non sia un fattore così determinante, certamente ha la sua importanza, ma non è così determinante quanto lo sono invece le precipitazioni di pioggia e di neve, senza le quali i ghiacciai banalmente non esisterebbero. Donc c'est un phénomène complexe, hein, d'accord. Après, dans l'imaginaire, c'est que la fonte des glaciers de la cryosphère, en général, donc l'inland sea, les glaciers, peut-être la banquise, enfin, c'est plus compliqué la banquise, va entraîner une hausse du niveau des mers, d'accord? Quindi è un fenomeno complesso e c'est la fonte della criosfera. Diciamo lo scioglimento della criosfera che è data dai ghiacciai, dalla calotta polare, dalla banchisa, ecco, porta all'innalzamento delle acque. Or, c'était une question? Non, c'est une affirmation. Or, les choses sont aussi plus complexes.
Alors maintenant, les diapositives que je vais vous montrer, dans une conférence, quelqu'un m'a dit, Monsieur Pelletier, vous n'avez pas le droit de montrer ça. Moi, je vais le montrer. Io sto per farvi vedere delle diapositive che sono state contestate in una conferenza, addirittura una persona del pubblico ha alzato la mano e ha detto: signor Pelletier, lei non può far vedere queste diapositive. Et io ve le faccio vedere. C'est le rocher de Celsius. Donc c'est dans le golfe de Botnie, qui se trouve dans la mer Baltique, donc au nord-est de Stockholm. Ok. Donc le savant Celsius a pris la mesure du niveau de la mer Baltique sur un rocher, et selon le discours habituel, logiquement, eh bien, la mer devrait monter et aurait dû faire disparaître le niveau. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Allora, vi parlo di questa roccia di Celsius, dove sono state fatte le misurazioni del livello del mare, e il risultato è stato totalmente inatteso, un risultato controintuitivo rispetto a quello che ci si attendeva, perché normalmente ci si attende che il livello delle acque salga, invece qua è emerso che è salito il livello del basamento e non il livello delle acque. Si 2 mètres. Alors, j'ai marqué baisse du niveau marin, mais attention, il y a une petite ambiguïté, parce qu'en réalité, au niveau de l'explication savante, ce n'est pas une baisse du niveau marin, c'est une hausse du socle terrestre. Ce qui est, dans le mécanisme, pas la même chose. C'est ce qu'on appelle, enfin, ce qui est connu, c'est le rebond post-glaciaire. C'est-à-dire que sur les boucliers hercyniens, le granit en gros, sur les boucliers hercyniens, les glaciers historiquement pesaient beaucoup, et quand ils ont fondu, finalement, le granit, c'est en quelque sorte comme un élastique amplifié. Et donc, c'est le niveau de la Terre qui monte. Le niveau de la mer ne bougeant pas vraiment. Ok? Allora, vedete scritto baisse du niveau marin, quindi abbassamento del livello del mare, ma in realtà quello che è avvenuto è un innalzamento del basamento post glaciale, perché sostanzialmente il peso del ghiacciaio teneva compressa la roccia. Sciogliendosi, che cosa è successo? Siccome è ripreso, e quindi ha ripreso anche proprio altezza. Alors on me dit oui, mais peut-être seulement là. Ben non, pas là, ailleurs aussi, autre bouclier hercynien, Canada, baie d'Hudson. Alors c'est un petit peu moins net, mais on voit quand même malgré tout, à gauche chez les mesures, que globalement le niveau moyen baisse. Pas beaucoup, mais il baisse. Sì, vediamo che c'è un abbassamento del livello marino, ma di poco. Si, au Canada. In Canada. Alors, quand j'ai dit ça, je montre volontairement d'autres exemples, parce que il y a des exemples où effectivement le niveau marin évolue. Et là, il y a 2 phénomènes. C'est oralement, désolé. Il y a 2 phénomènes, c'est soit eustatisme, comme ça, soit hydrodynamisme, comme ça. Allora, ci sono appunto dei punti dei luoghi dove c'è un innalzamento, ma ci sono 2 fenomeni, eustatismo e idrodynamisme. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je donnerai juste un petit exemple, mais simplement je pense qu'il faut avoir en tête que la Terre, la planète, ce n'est pas une boule de billard, c'est comme une balle de golf. Donc c'est la loi de Laplace, comme pour les marées avec la Lune, c'est-à-dire que le niveau océanique, il est comme ça partout sur la Terre. Donc en fait, là encore, c'est une différenciation géographique dans les phénomènes. Donc attention à la globalisation. Allora, la Terra non va vista come una pallina da biliardo, ma come una pallina da golf, en tant que
mouvement, tu dis. Non, les creux. Ah, ok. Quella perché la pallina da biliardo è liscia sostanzialmente, mentre la pallina da golf non lo è, no? Presenta degli affossamenti e delle parti più in rilievo, quindi c'è un andamento che è discontinuo. C'est la loi de la place. È la legge del luogo. Non, la place, c'est le... Ah, Pardon. désolé, c'est le nom d'un savant. Ah, pardon. Savant français, bon. È la legge del signor Laplace. Bon, la mesure marégraphique du niveau océanique, c'est quelque chose de très compliqué. À chaque fois, je trouve des choses intéressantes. Je n'ai pas le temps de détailler. Bon, juste donner un exemple un peu plus précis. C'est la question justement de l'hydrodynamisme et de l'amaigrissement des plages. Alors, je ne sais pas s'il existe beaucoup en Italie. C'est Méditerranée, plus compliqué peut-être. Mais en France, avec l'océan Atlantique, on a l'impression que les plages, elles reculent. Donc que la mer avance. Sauf que la mer n'avance pas forcément en montant, mais elle avance seulement. Okay? Hydrodynamisme. Pourquoi? Alors l'une des raisons, pas la seule, hein, toujours multifactorielle, hein, l'une des raisons, c'est de l'amaigrissement, c'est qu'il y a de moins en moins de sable qui arrive en fait dans les zones littorales parce que le sable est retenu par les barrages en amont. Donc j'ai essayé de creuser la question. J'ai beaucoup de mal à trouver des réponses, notamment des quantifications, parce que ce n'est pas dans le discours dominant. Et surtout pas les gestionnaires des barrages. Hein. Allora, per quanto riguarda l'idrodinamismo, vi faccio un esempio, quello della riduzione delle spiagge, dimagrimento delle spiagge, no? Quindi della loro riduzione. In Francia questo fenomeno è piuttosto evidente sul versante dell'Oceano Atlantico, non so in Italia, ma sostanzialmente si ha l'impressione che il mare salga. In realtà è la sabbia che viene a mancare sulle spiagge. Questo fenomeno è dovuto alla presenza di dighe a monte dei fiumi, però io non riesco a trovare riscontro e consenso da nessuna parte su questo punto, che però è molto importante. Alors, pour le coup, par rapport à ces quelques données générales météorologiques, s'introduit la dimension politique. Allora, dobbiamo introdurre la dimensione, a questo punto la dimensione politica. Et politique qui s'appuie sur des savants, mais pas n'importe lesquels. Et en particulier, l'exemple que je donne régulièrement, c'est le Club de Rome avec le fameux rapport Milhouse de 1972. Allora, la dimensione politica io la introduco citando in particolare il Club di Roma con il rapporto Meadows del 1972. Sì. Ce rapport est tout le temps cité par tout le monde, ok? Citato ovunque questo rapporto. Comme étant l'un des fondements scientifico-politiques de l'écologisme contemporain ou des problématiques environnementales contemporaines. Che sostanzialmente è uno dei fondamenti cui sempre si fa riferimento come base per le discussioni scientifico-ambientaliste contemporanee. Donc je ne vais pas développer sur la composition sociopolitique du Club de Rome, mais en gros ce sont des hommes d'affaires, des diplomates ou des scientifiques en sciences dures. Allora, non vado troppo nel dettaglio sulla composizione sociopolitica, però di fatto questi personaggi sono dei diplomatici o dei politici, Sciences dures, chimie, physique. Oppure degli studiosi, degli scienziati di materie
scientifiche come chimica e fisica. Bon, un personnage emblématique, je ne sais pas comment on dit en italien, Pecelli, Pecelli, la Fiat. Hein? Okay. Ecco, vi cito solo per l'Italia, noto Aurelio Peccei, è strettamente legato alla Fiat. Avant le rapport Meadows, il y avait une autre proposition qui était une proposition où il y avait une dimension plus de sciences humaines. Allora, prima del rapporto Meadows c'è stata un'altra proposta che aveva, diciamo, prendeva più in considerazione le scienze umane. Ce projet a été balayé, a été remplacé. En fait, le Club de Rome a confié le premier rapport à l'équipe Meadows du MIT, et en particulier l'école de Forrester, qui est une école de cybernéticiens. Questa proposta è stata completamente spazzata via perché il Club di Roma ha deciso di assegnare questo rapporto al MIT, questo Massachusetts Institute of Technology, e alla scuola di Forrester, cioè veramente una scuola di esperti in cibernetica. Bon, je ne vais pas le temps de détailler ce que ça implique, la cybernétique, pour analyser le monde et les sociétés humaines. Mais à mon avis, il y a un biais énorme. Hein. Et en particulier, les courbes sont toujours exponentielles. Elles sont toujours comme ça. C'est jamais comme ça. Okay? Ce qui est un problème. Hein. Sostanzialmente, non so dire nel dettaglio quella che è la relazione fra questo tipo, la cibernetica e lo studio delle scienze umane, ma le curve che rappresentano sono sempre verso l'alto. Et on dit toujours, ah oui, le rapport avait tout prévu, il est exact et tout. Quand tu le relis sérieusement, avec, comme ça, là, sérieusement, tu vois qu'en fait, il y a plein de lacunes ou d'erreurs, alors notamment sur les surfaces cultivées ou encore sur les minerais. En fait, ils se trompent complètement dans leurs prévisions. Hein. Parce que, pourquoi? Ils n'ont pas envisagé, par exemple pour les minerais, que d'autres pays